Alors, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le 5-10-15? C'est un espace absolument magnifique. C'était des belles professions dans ce temps-là? J'ai fait 40 ans, madame. Donc, Je vois l'homme comme un arbre parce que l'homme prend racine comme l'arbre. Avez-vous l'impression qu'il y a une relève pour ça? Est-ce qu'il y a des jeunes qui vont... pour pas que ça se perde? C'est cette année que ça vaut vraiment la peine de venir au marché public. Ça représente une belle tradition, en fait, qui est un peu un porte-bonheur pour les pêcheurs. Pour terminer cette saison du Bulletin des régions, nous avons décidé de vous présenter qu'est-ce qui allait se passer cet été dans les régions du Québec. Et c'est pourquoi j'accueille des représentants de différentes télévisions tout au long de cette émission. Alors, pour commencer, je vais dire tout de suite bonjour à Dean Brisson. Bonjour, Dean, de la télévision des Laurentides. À Alain Bellumeur, qui est de CTRB dans le coin de Berthierville. Alain, bonjour. Bonjour. À Danick Julien, à Saint-Raymond. Danick également, bonjour, Danick. Et enfin, Mathieu Larivière à TVCO Baie-Saint-Paul. Alors, on va faire le tour de ce qui se passe chez vous dans vos régions. Tout d'abord, messieurs, bienvenue à cette discussion. On commence avec Dean. Dean, il y a maintenant un parc d'attractions au Mont-Tremblant. C'est ce que vous nous proposez avec les enfants. Bien, il y a plein de choses à Mont-Tremblant à découvrir. Bien sûr. Puis il y a plein d'activités. Il y a plein d'activités. Juste pour en nommer une couple, une qui est très, très plaisante là, pour les enfants et les adultes aussi, c'est la télécabine qui nous amène au top de la montagne de Mont-Tremblant avec une vue extraordinaire. Mais tout au cours de l'été, vous avez de la randonnée, il y a de l'euro-bungee, il y a du mini-golf, il y a de la location de vélo. Il y a même du ski d'été, Martin, à Mont-Tremblant. Comment du ski d'été? On a gardé de la neige? Oui, en fait, nous, il nous reste de la neige encore. Ah, OK. On va vous croire. On va vous croire, oui. Sérieusement, c'est du ski sur une plateforme. C'est l'été. C'est du ski d'été. Ça a été installé il y a 1 an ou 2. Il y a le centre nautique. Il y a un petit club aquatique aussi qui s'appelle le Brin d'eau Aqua Club. Le Brin d'eau Aqua Club, alors, OK. Oui. Ensuite, écoute, à Tremblant, il y a de la luge, il y a du zip trek, il y a du golf, il y a des activités intérieures, extérieures un peu partout. Il y a même plein de festivals et tout ça. Il y a du tennis et il y a le casino de Mont-Tremblant, évidemment, pour les amateurs. Alors, vous nous confirmez, Oui, vous nous confirmez, là, nous, Tremblant, on le connaît pour le ski, bien sûr, mais c'est véritablement une destination 4 saisons maintenant. Ah oui, vraiment 4 saisons. Puis là, il y a des tyroliennes, il y a ci, il y a ça. Tout autour de Mont-Tremblant, il y a 5 pôles à découvrir où il y a plein d'activités. Vous voulez également nous parler de quelque chose qui est particulier chez vous. Vous avez des refuges qui sont perchés. Oui, des cabanes dans l'arbre, comme on dit. Ben oui. Là, on parle nos rêves d'enfants. Ben, écoute, on a tous voulu construire une petite cabane dans l'arbre. Moi, j'avais réussi à faire un plancher puis un côté de mur, mais c'est assez difficile. Mais là, dans le grand luxe d'une cabane dans l'arbre, c'est pour toute la famille, évidemment. Il y a 20 sites dans un espace protégé au refuge Percé. C'est vraiment, puis il n'y a pas juste le refuge Percé, il y en a d'autres cabanes dans l'arbre dans les Laurentides. Aussi, tu voulais nous parler du Sentier des Cimes. De quoi il s'agit exactement? Oui. Inauguré il y a 1 an et demi environ, le Sentier des Cimes est une tour de 40 mètres, accessible aussi pour les gens handicapés. Ça, c'est à quel endroit, Dean? À Mont-Blanc. C'est à Mont-Blanc? OK. À Mont-Blanc, c'est l'ancien Saint-Faustin du Lac-Carré. C'est à 10 minutes de Mont-Tremblant. OK. Et là, c'est une marche qui monte comme ça tranquillement vers le top de la tour. Et c'est une vue exceptionnelle qui vous attend. J'ai quelqu'un qui voudrait te poser une question. Oui. C'est quoi les festivals que vous avez dans votre secteur, là, précisément? Dans le coin, là, il y a plusieurs festivals. Il y a le Festibière à Mont-Blanc, il y a le Petit Jazz, il y a le festival de musique, il y a un festival d'humour. Il y a plusieurs festivals. Le territoire est très grand. Il y a 40 municipalités juste dans les Laurentides. Puis dans les 4 coins des Laurentides, vous avez des festivals. Mais en gros, c'est pas mal ça, là, les gros festivals. Et moi, je voudrais vous parler, messieurs, du domaine Saint-Bernard, qui est un site extraordinaire de 1500 acres de
territoire protégé où vous allez pouvoir faire de la randonnée pédestre, vous allez pouvoir vous asseoir dans le jardin d'oiseaux qu'on appelle, un magnifique jardin de fleurs où une variété d'oiseaux viennent butiner. Il y a de la baignade, dis-je, il y a de la randonnée en vélo, il y a de la tyrolienne, il y a des ateliers thématiques. Et le coup de cœur, c'est vraiment le centre d'astronomie où on peut observer les étoiles tout l'été et même l'hiver. Mais c'est nouveau depuis 2-3 ans, ça aussi. Là, c'est un des plus gros, le troisième, je pense, plus gros télescope au Québec qui vous attend au domaine Serre-Bernard cet été. Alors, à n'en pas douter, Dean Brisson, il y a encore beaucoup d'activités dans les Laurentides, une région, bien sûr, qui est reconnue là, pour l'importance de l'industrie touristique. Merci, Dean. On va tout de suite aller voir Alain Bellumeur, qui, lui, dans la région de Berthierville. Mesdames et messieurs, bonjour, ici Vincent Renard-Pepin. Cette semaine, à votre bulletin de TVCL, nous plongerons dans toute l'actualité du territoire des Laurentides. Et nous commençons cette semaine avec la MRC des Laurentides qui, afin d'atteindre l'objectif de conserver 30 % du territoire québécois d'ici 2030, a invité ses municipalités à participer à une consultation portant sur la priorisation des milieux naturels qui pourront faire l'objet de mesures de protection ou de conservation. Dans le cadre du mandat conclu avec Éco-Corridor Laurentien concernant la stratégie régionale des aires protégées de la MRC, ce sont 18 municipalités, représentées par 36 personnes, qui ont participé à la consultation. Cet exercice a permis d'intégrer la connaissance fine des représentants municipaux en ce qui a trait aux milieux naturels à prioriser sur leur territoire. Ceux-ci ont également pu discuter de la vision, des cibles et des stratégies à intégrer au plan nature de la MRC. Cette initiative découle de l'accord Coming Montréal signé lors de la COP 15 en décembre 2022 et annoncé dans le cadre du plan nature du gouvernement du Québec. La MRC des Laurentides collabore avec Éco-Corridor Laurentien et les municipalités afin de se rapprocher de l'objectif de conserver au moins 30 % du territoire de la MRC d'ici 2030. Actuellement, 18 % du territoire de la MRC des Laurentides est protégé, principalement le Parc national du Mont-Tremblant. La création d'aires protégées sur le territoire permettra de faire face à la fois à la crise des changements climatiques et à celle de la perte de la biodiversité. Les participants à cet événement étaient très enthousiastes et participatifs, car il s'agit d'un sujet qui interpelle autant les individus que les municipalités. La MRC des Laurentides a tenu une soirée d'information sur le projet de réfection du Petit Train du Nord concernant la 5e et dernière phase de réfection du tronçon de 15 km entre Mont-Tremblant, La Conception et Labelle. Cet événement a été l'occasion d'accueillir les usagers du Petit Train du Nord et de connaître leurs idées quant à l'amélioration de cette piste multifonctionnelle régionale. L'événement s'est déroulé en 2 parties. La première avec la présentation du projet. La MRC des Laurentides et le Petit Train du Nord sont revenus sur les objectifs et les enjeux de ce projet de réfection, notamment sur les aspects environnementaux et sécuritaires. La seconde partie était dédiée aux stations participatives, invitant les participants à partager leurs idées autour de 3 grandes thématiques: sécurité et cohabitation des usagers, mise en valeur des paysages et milieux de vie traversés, et services et commodités aux usagers. Le comité formé par la MRC des Laurentides et auquel participera notamment un représentant de l'OBV du CRE Laurentides, une ressource en environnement de la MRC et un représentant technique en travaux publics et environnement de chacune des 3 municipalités concernées, se réunira prochainement afin de prendre en compte les suggestions soumises et recueillies aux stations participatives. Les travaux de réfection démarreront en fin mai et s'étaleront sur une période de 12 semaines, du lundi au vendredi. Les travaux seront suspendus durant les vacances de la construction et un itinéraire de détour sera aménagé sur les portions en travaux. Ce projet est appuyé par plusieurs ministères et organismes importants de la région et vous pouvez consulter la liste des noms des nombreux partenaires sur le site web de la MRC dans le document explicatif dédié disponible sur la page mrclaurentide.qc.ca/dossier-en-cours. Le Petit Train du Nord relie non seulement des points géographiques, mais aussi des communautés. En plus de créer du lien social, cette infrastructure favorise la mobilité durable et active. Elle constitue aussi un accès privilégié aux magnifiques paysages de la région et est un attrait touristique de renommée internationale.
La MRC des Laurentides a reçu une aide financière du gouvernement du Québec afin d'aller de l'avant avec ses projets d'aménagement au parc Éco-Laurentide situé à Mont-Blanc. Dans le cadre du 4e appel à projet du volet 2 du programme d'aide à la mise en valeur du territoire public, la MRC des Laurentides est fière de se voir attribuer une aide financière d'un peu moins de 80 000 $ et souhaite remercier la députée de Labelle Chantal Janotte ainsi que la ministre des Ressources naturelles et des Forêts Maïté Blanchette-Vizina. Afin de contribuer à la vocation éducative de ce territoire naturel public, la MRC des Laurentides abondera la somme de l'aide financière du même montant afin de démarrer les 3 projets suivants au cours de l'année 2024. Le parc Éco-Laurentide a le potentiel de devenir un lieu incontournable pour l'éducation environnementale, la sensibilisation à la nature et la préservation de l'environnement dans la région. L'approche philosophique qui a guidé la réflexion de ces projets est profondément enracinée dans la connexion avec la nature. Elle repose sur la conviction que l'apprentissage en plein air, l'exploration de la nature et l'interaction avec les environnements naturels sont des moyens puissants d'éducation. Il y aura d'abord création d'une classe nature. La classe nature sera un espace d'apprentissage en plein air à destination du grand public. Elle sera adaptée pour les groupes scolaires afin de prodiguer de l'enseignement en lien avec le milieu naturel. Ces aménagements favoriseront la contemplation, le travail collaboratif, l'observation de la faune et de la flore, la collecte d'échantillons sous supervision et la discussion de groupe. Il y aura un parcours d'hébertisme. Ce parcours offrira aux enfants bien plus que de simples exercices physiques. En plus de favoriser le développement moteur, la coordination et la force physique, cette activité ludique stimulera également les aspects cruciaux de l'apprentissage. En créant un environnement d'apprentissage interactif et stimulant, ce parcours offrira aux enfants une expérience éducative holistique qui contribuera ainsi à leur croissance intellectuelle, émotionnelle et sociale. Il y aura aussi la création d'un sentier thématique éducatif sur les produits forestiers non ligneux. Ce sentier offrira aux visiteurs un parcours lui permettant de découvrir les richesses qui l'entourent. Ce sentier comportera plusieurs avantages, dont l'éducation à la foresterie, la valorisation de la biodiversité, la sensibilisation aux enjeux environnementaux, la promotion de l'exploitation durable des forêts et aussi le renforcement des liens culturels. Rappelons que le programme d'aide à la mise en valeur du territoire public a été lancé en avril 2022 afin d'appuyer la mise en œuvre du plan de mise en valeur du territoire public 2022-2026. Ces 2 initiatives concourent à l'amélioration de la qualité de vie des milieux régionaux par la mise en valeur du territoire public qui permet de soutenir un bon nombre de leurs activités. Le programme est doté d'une enveloppe de 24 millions de $ sur 4 ans pour soutenir différents projets de la part des municipalités, de petites et moyennes entreprises, d'organismes à but non lucratif et de communautés autochtones. La MRC d'Antoine Labelle a pour projet de collecter des informations quant à la mémoire des familles marquantes de son territoire. Plusieurs familles ont contribué, à divers degrés, à façonner l'identité de la communauté et de son territoire. La mémoire du vécu de ces familles et de leur apport est malheureusement vouée à s'estomper puis disparaître si elle n'est pas préservée. Afin de continuer à faire vivre cette mémoire, la MRC souhaite documenter un échantillon de personnages issus de familles ayant marqué la communauté et son histoire. Cet exercice sera une première collecte de données non exhaustives qui servira de base pour de futurs projets culturels et patrimoniaux de la MRC. Ce projet est complémentaire aux démarches et actions déjà réalisées par la MRC afin de préserver la mémoire vivante de la région, mais également dans le but de poursuivre les efforts de documentation sur l'histoire locale. Par exemple, la MRC fait actuellement produire des fiches biographiques sur les personnages historiques régionaux. La MRC est donc à la recherche d'une personne ou d'une firme pour réaliser des entretiens semi-dirigés avec une dizaine d'aînés issus de familles dont l'apport a été important sur le territoire. Pour réaliser le projet, la MRC recherche une personne qui a une formation et de l'expérience en ethnologie, en histoire ou en journalisme. Toute autre formation ou expérience pertinente seront également considérées. La MRC souhaite également que la personne retenue soit habile à créer des liens avec les personnes à rencontrer, de façon à obtenir des entretiens riches et à ce que les personnes rencontrées apprécient leur expérience. Tous les détails sont disponibles sur le site de la MRC d'Antoine Labelle. La ville de Sainte-Adèle souhaite élaborer un premier plan de mobilité active, aussi appelé PMA, qui permettra notamment de favoriser le transport actif au sein de ces 2 secteurs, soit Sainte-Adèle et Mont-Roland, et également d'en augmenter la connectivité. La ville s'est adjoint les services de la firme MOBA, active dans les Laurentides depuis les 3 dernières années et familière avec les enjeux propres à la région.
L'objectif de cette démarche est d'encourager le développement des transports actifs et de mettre en place un ensemble de mesures pour assurer la convivialité des déplacements et une meilleure cohabitation entre les différents usagers de la route. Les résidents et les personnes fréquentant les secteurs de Sainte-Adèle et Mont-Roland sont invités à partager leurs habitudes et besoins en matière de déplacements actifs réalisés en totalité ou en partie dans la portion centrale du Grand Sainte-Adèle. Les informations recueillies serviront à mieux saisir les enjeux vécus par les résidents afin de concrétiser une vision de la mobilité active durable pour le territoire en accord avec les priorités soulevées. La date limite est le 31 mai 2024. Les participants au sondage courent la chance de remporter l'un des 3 certificats cadeaux d'une valeur de 50 $ en argent adélois. Le sondage est disponible sur le site web de la Ville de Sainte-Adèle. À Sainte-Adèle, au total, près de 300 citoyens ont participé aux 3 soirées de consultation publique tenues le mois dernier dans le cadre de la démarche de planification intégrée du secteur Chanteclair, entreprise à l'automne dernier. Rappelons que cette démarche vise à élaborer une vision d'avenir pour le secteur Chanteclair et à mieux définir les paramètres de son développement. L'objectif de cette soirée était d'informer les citoyens sur la démarche de planification, de discuter avec les personnes participantes des besoins, attentes et préoccupations face au développement du secteur. Ainsi, la soirée débutait avec une présentation de l'animateur qui faisait une mise en contexte et un diagnostic de la situation en plus d'aborder les enjeux. La présentation, que vous pouvez consulter sur le site web de la Ville, était suivie d'une période d'échange entre les participants qui étaient attablés par groupe de 9 personnes plus un animateur. Les informations recueillies lors de ces soirées serviront à alimenter une autre série de consultations qui auront lieu en juin prochain et qui aborderont la vision et les principes clés de développement et d'aménagement. Les dates pour les soirées de consultation de juin seront communiquées prochainement sur le site de la Ville ainsi que dans tous ses outils de communication. Pour en savoir plus sur la démarche, consultez le cahier du participant disponible sur le site web de la Ville de Sainte-Adèle. En raison des coûts importants rattachés à l'impression et à la distribution du bulletin municipal L'Actualité adéloise, et conformément à sa volonté de privilégier une approche environnementale, le Conseil municipal de Sainte-Adèle a décidé, à la suite d'un exercice de réflexion et d'évaluation, de mettre fin à l'édition papier de l'Actualité adéloise. L'édition de mars 2024 était donc la dernière et a été imprimée et distribuée par la Poste. Dorénavant, les Adélois pourront consulter les 4 éditions du bulletin municipal en ligne sur son site Internet. Le service des communications procède actuellement à des recherches et des analyses afin de rendre la consultation en ligne la plus conviviale possible, soit par l'entremise d'un fichier PDF interactif ou encore grâce à une présentation de style magazine interactif. Les avantages de passer au format numérique sont nombreux. Il y aura diminution des coûts et des impacts environnementaux. En plus de permettre des économies au niveau de l'impression et de la distribution postale, le virage numérique contribuera à réduire les impacts environnementaux liés à la production du papier, ainsi qu'au transport vers l'imprimeur et au bureau de poste. Cette transition numérique se traduira également par la réduction de l'utilisation du papier à raison de quelques 640 000 pages annuellement. Le passage au numérique permet aussi une facilité d'utilisation et d'accessibilité. L'outil numérique est facile et rapide à consulter en tout temps sur le téléphone, la tablette ou l'ordinateur. Grâce à sa grande accessibilité, son rayonnement est accru sans coût supplémentaire. Le numérique permet aussi une économie de temps. La production d'un outil numérique est plus rapide puisqu'on diminue les délais nécessaires pour l'impression, le transport et la distribution. De plus, mettre un document numérique en ligne est quasi instantané. Il y aura aussi une plus grande flexibilité. Une fois le bulletin imprimé, il est trop tard pour corriger des erreurs ou effectuer des changements de dernière minute, tandis qu'il est facile de corriger ou de mettre à jour des informations dans un fichier numérique. Avec le numérique, le contenu est bonifié. La version numérique permettra d'agrémenter le contenu rédactionnel avec des éléments multimédia. Les citoyens sont invités à faire part de leurs commentaires et suggestions à la Ville en lien avec ce virage numérique à l'adresse adeloise@vdsa.ca. Revenez-nous après la pause. Les services techniques et hygiène du milieu de Sainte-Adèle amorcent le rinçage du réseau d'aqueducs, une procédure annuelle permettant d'assurer la bonne qualité de l'eau potable et de maintenir en bon état l'ensemble du réseau. Le rinçage des conduites d'aqueduc a débuté le 21 mai. L'opération devrait s'étendre sur 4 semaines, soit jusqu'au 21 juin. Des panneaux seront installés dans les rues afin d'aviser les résidents lorsque leur secteur sera en rinçage. Les secteurs concernés sont les suivants: Deauville, Entremont, Mont-Gabriel, Mont-Roland, Notre-Dame.
Les périodes de rinçage sont d'une durée de 30 minutes en moyenne. L'eau demeure potable à la consommation. Toutefois, il est important de vérifier la coloration avant son utilisation, car l'eau prise au robinet de la maison ou utilisée dans les appareils de lavage pourrait avoir une coloration jaune ou brune, selon la densité du calcaire en suspension. Cet inconvénient est passager dans la mesure où les directives émises par la Ville sont suivies. Voici quelques précautions élémentaires qui vous permettront d'éviter des désagréments éventuels. Vous pouvez couper l'arrivée de l'eau. Vérifiez toujours la transparence de l'eau avant de l'utiliser. Faites couler l'eau au moins 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit claire avant de la consommer ou de l'utiliser pour le lavage. Faites la lessive le soir dans les secteurs où le rinçage est de jour ou la fin de semaine. Si l'eau est brouillée, ouvrez le robinet d'eau froide du bain et laissez couler jusqu'à ce qu'elle redevienne incolore. Si le débit est inférieur à la normale, il faut dévisser et nettoyer le filtre du robinet et le remettre en place. Pour toute question, contactez le 450-229-2921 au poste 3255. À Sainte-Adèle, des spectacles enlevants vous attendent cet été dans le cadre de la 21e édition des soirées Nostalgia. Du 6 au 27 juillet, 4 spectacles gratuits seront présentés les samedis à 20h avec une première partie à 19h30 dans le cadre enchanteur du magnifique amphithéâtre naturel du Parc de la Famille. Au programme, un spectacle hommage aux Cowboys fringants qui ne manquera pas d'être émouvant mais néanmoins festif. Un hommage au légendaire groupe irlandais U2, une soirée colorée et disco avec l'infatigable Boogie Wonder Band et une finale toute en blues avec le charismatique Brian Tyler. Sans oublier bien sûr les artistes présentés en première partie qui vous feront découvrir tout leur talent, leur musicalité et leur personnalité. Le 6 juillet, il y aura la grande messe hommage aux Cowboys fringants. Inutile de dire que ce spectacle, en plus d'être festif, aura une connotation très émotive. Rendre hommage aux Cowboys fringants, moins d'1 an après la disparition de son charismatique chanteur et leader Carl Tremblay, profondément aimé de tous, aura une signification bien particulière. Mais malgré la nostalgie, les musiciens de la grande messe vont assurément soulever la foule avec les plus grands classiques des Cowboys. Le 13 juillet, il y aura prestation de Joshua 2, hommage à U2, offrant le meilleur hommage à U2 et le spectacle le plus réputé en Amérique du Nord. Le groupe Joshua 2 fait vibrer les foules grâce à sa passion pour la musique du quatuor irlandais. Alliant projection et costumes authentiques, le groupe interprète les plus grands succès de Bono et de sa bande et livre les pièces préférées des fans avec énergie, talent et professionnalisme. Joshua 2 propose une version parfaite du célèbre groupe irlandais, tant au niveau sonore que visuel. Un spectacle hommage à ne pas manquer. Le 20 juillet, il y aura Boogie Wonder Band. Le Boogie Wonder Band fête ses 25 ans et prouve une fois de plus que le disco est toujours aussi présent. Un brillant divertissement par des artistes qui ont un sens du spectacle exceptionnel et qui prennent les plus grands succès disco de tous les temps en portant des costumes époustouflants. Après plus de 3000 spectacles à travers le monde, le Boogie Wonder Band est devenu le groupe disco le plus célèbre de notre génération. Le 27 juillet, il y aura performance de Brian Tyler and the Blue Storm. Brian Tyler est un chanteur armé d'un charisme et d'une puissance vocale qui provoque les ovations de quiconque a la chance d'assister à ce spectacle. Récipiendaire de 5 trophées List Blues à son actif, il a à son actif plus de 400 000 billets vendus avec ses performances de haut niveau. Avec son groupe Brian and the Blue Storm, il présente son spectacle Back on Track qui permettra non seulement d'apprécier l'interprète incroyable qu'il est, mais aussi de découvrir l'auteur-compositeur exceptionnel grâce à ses propres compositions blues qui vous transporteront dans son univers. Les policiers de la Sûreté du Québec désirent sensibiliser la population au vol d'embarcations nautiques et de matériaux se retrouvant à l'intérieur de celles-ci. Les policiers invitent la population à faire preuve de vigilance. Le vol d'objets à l'intérieur des embarcations amarrées au quai la nuit et des embarcations elles-mêmes peut survenir à tout moment. La SQ recommande de suivre ces quelques règles de prévention. Enchaînez votre embarcation à un objet fixe et utilisez un cadenas à l'épreuve des coupes-boulons. Garez votre embarcation dans un endroit très visible et bien éclairé. Ne laissez aucun objet de valeur à l'intérieur. Portez une attention particulière aux véhicules et personnes inhabituelles dans votre secteur. Prévenez un voisin de confiance si vous devez vous absenter. Évitez de laisser votre embarcation amarrée durant une absence prolongée sans surveillance.
De plus, vous pouvez procéder à l'identification par marquage permanent des pièces extérieures et mécaniques, rendant ainsi la revente quasi impossible. Les codes d'identification sont conservés dans une base de données qui est accessible par les autorités policières et les assureurs. Les policiers désirent aussi sensibiliser les résidents en lien avec le vol de véhicules tout-terrain. Les policiers demandent aux citoyens de faire preuve de prudence et de vigilance afin de prévenir le vol de leurs véhicules. Voici aussi quelques conseils de prévention. De préférence, garez votre véhicule tout-terrain dans un garage intérieur et sécurisé ou dans un endroit extérieur très visible et bien éclairé. Enchaînez votre véhicule tout-terrain à un objet fixe et utilisez un cadenas à l'épreuve de coupe-boulon. Munissez votre remorque d'un dispositif anti-vol à l'épreuve des coupe-boulons. Gravez les 6 derniers chiffres du numéro de série de votre véhicule tout-terrain sur le châssis, sous le siège, sur le dessus du moteur et sur toute autre pièce que vous jugez utile. L'identification sera plus facile et la revente plus difficile. Sans vous exposer et compromettre votre sécurité personnelle, si vous observez une personne au comportement inhabituel ou suspect, avisez immédiatement les policiers en composant le 911. Pour toute personne suspecte, notez une brève description de celle-ci, le sexe, l'âge approximatif, la couleur des cheveux, l'habillement et les signes particuliers, tels que les tatouages, les cicatrices et les vêtements ou les bijoux particuliers. Pour les véhicules suspects, relevez en premier lieu le numéro d'immatriculation ainsi que la couleur et la marque. La SQ rappelle que toute information sur des activités de nature criminelle peut être communiquée en tout temps de façon confidentielle à la centrale de l'information criminelle au 1-800-659-4264. À Val-David, depuis le 23 mai, des travaux majeurs ont lieu sur la rue de l'Église. Voici le détail des travaux à venir dans ce secteur. Il y aura des travaux de jour du vendredi 24 mai au vendredi 21 juin pour le remplacement du réseau d'égouts sanitaires sur la rue de l'Église entre les intersections du chemin de la Rivière et de la rue Duquette. Il y aura fermeture d'une voie sur la rue de l'Église entre la rue Duquette et le chemin de la Rivière. La finalisation des travaux, y compris le pavage des rues et des entrées privées, se déroulera en septembre. Le pavage de la rue de l'Église se fait en juin. Il y aura aussi des travaux de jour du lundi 6 juin au lundi 25 juin pour le remplacement du réseau d'égouts et d'aqueducs sur la rue Duquette. Il y aura fermeture de la rue Duquette entre la rue de l'Église et de l'adresse 1293 rue Duquette. Il y aura aussi des travaux de jour à compter du 3 septembre pour l'installation d'une conduite sous le pont de la rue de l'Église. Pendant la durée des travaux sur la rue de l'Église, le stationnement en bordure de celle-ci, entre la rue Duquette et le chemin de la Rivière, ne sera pas permis. Cependant, l'accès au stationnement des commerces sera maintenu en tout temps. La municipalité rappelle qu'un itinéraire alternatif sera disponible via le chemin de la Rivière et la montée Prédéal Trudeau. Notez que ce détour ne sera pas accessible aux camions lourds. Les camions lourds devront emprunter le chemin de la Rivière près de Sainte-Agathe pour entrer et sortir du village. Pour répondre aux objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, la municipalité de Val-David a adopté le règlement 783 prévoyant l'instauration d'une tarification volumétrique sur la consommation d'eau potable à partir du 1er janvier 2025 pour les bâtiments non résidentiels. Cette décision souligne l'engagement de la municipalité à atteindre les objectifs de consommation d'eau potable fixés par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, conditionnant ainsi son admissibilité aux subventions destinées aux projets d'infrastructures d'aqueduc. Le délai du 1er janvier 2025 permettra aux propriétaires concernés de mettre en place des mesures visant à réduire leur consommation d'eau. En bref, la tarification s'appliquera à tout bâtiment non résidentiel, tels que les commerces et les industries. Elle ne s'appliquera pas aux bâtiments résidentiels. La tarification tiendra compte de la consommation réelle d'eau des bâtiments du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Elle sera portée au compte de taxes de l'année suivante et sera payable en un seul versement. Les données de consommation d'eau seront recueillies à compter du 1er janvier 2025 et la tarification sera payable à même le compte de taxes 2026. Les bâtiments qui consommeront 200 mètres cubes d'eau ou moins annuellement seront exemptés de cette tarification. Les propriétaires des bâtiments non résidentiels visés par cette tarification recevront dans les prochaines semaines une communication personnalisée incluant leur bilan de consommation d'eau enregistré pour l'année 2023 et une simulation de la facture. Une fois aux questions, des conseils pour réduire la consommation d'eau et toutes les informations relatives à cette nouvelle tarification sont disponibles sur le site valdavid.com sous l'onglet « Services aux citoyens, gestion de l'eau, compteur d'eau ».
Loisirs Laurentides annonce que 57 boursiers seront honorés lors de la 21e édition du Gala du Fonds de l'athlète des Laurentides, qui aura lieu le dimanche 2 juin prochain au quartier 50+ à Saint-Jérôme dès 15 h. La présidente du comité de sélection des boursiers, Mme Isabelle Lavallée, est fière d'annoncer que parmi les 253 candidatures reçues, 57 athlètes des Laurentides se partageront plus de 28 000 en bourse. Ces athlètes proviennent de 15 municipalités différentes et représentent 28 disciplines sportives. Loisirs Laurentides profitera également de ce gala pour dévoiler les athlètes féminins et masculins de l'année 2023 dans les catégories relève et élite, en plus de remettre le prix Hommage Henri de Carnel, destiné à une personnalité dont les actions ont contribué au développement du sport et de l'activité physique dans les Laurentides. Loisirs Laurentides rendra également hommage à l'escrimeur Olivier Desrosiers, spécialiste du sabre, et à l'officielle de natation en eau libre, Sylvie Potvin, qui tous deux seront à Paris cet été aux Jeux olympiques. Lors de ce gala, Loisirs Laurentides pourra également profiter de la présence de l'ambassadeur du Fonds de l'athlète des Laurentides, Milan Latulippe, un jeune hockeyeur élite de Blainville qui a vaincu l'anémie aplasique sévère dont il était atteint et qui lui a permis d'effectuer un retour aux Jeux au printemps 2022. Le jeune hockeyeur remettra la bourse Persévérance sportive qui porte son nom à un athlète ayant fait preuve de persévérance dans son sport. Loisirs Laurentides souhaite remercier tous les partenaires financiers du Fonds de l'athlète des Laurentides, particulièrement son partenaire principal Desjardins, sans qui la réalisation de ce gala ne serait pas possible. Les professeurs Christophe Mayano et Joanne April de l'Université du Québec en Outaouais du campus de Saint-Jérôme dirigent une enquête dont l'objectif vise à recenser et décrire les pratiques d'activité physique et sportive de la population des Laurentides. Cette enquête est menée en collaboration avec l'équipe de recherche de l'Observatoire pour la promotion d'un mode de vie physiquement actif dans les Laurentides de l'Université du Québec en Outaouais et elle a été approuvée par le comité d'éthique. Les résultats de cette enquête permettront de dresser un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive dans la région. Elles seront utiles pour guider le développement de pratiques et de politiques d'activité physique et sportive adaptées aux besoins et aux défis de la population de la région des Laurentides. Le professeur Mayano affirme que cette enquête représente une belle occasion d'obtenir un portrait récent des pratiques d'activité physique et sportive de la population des Laurentides et des freins perçus à la pratique de celle-ci. Il ajoute que les informations fournies permettront, par exemple, de décrire les activités physiques et sportives pratiquées par la population des Laurentides, la durée et la fréquence de ces pratiques, les périodes de l'année pendant lesquelles elles sont pratiquées et les endroits où elles sont pratiquées. Il mentionne aussi qu'elles permettront également de mieux comprendre qui sont ces personnes et quels sont les bénéfices perçus de cette pratique. M. Mayano et Mme April veulent rejoindre le plus grand nombre de personnes dans les Laurentides qui pratiquent ou ne pratiquent pas présentement d'activité physique et sportive. Celles-ci doivent être âgées de 16 ans et plus, habiter dans la région des Laurentides et être capables de lire le français. Les personnes qui souhaitent participer devront au préalable compléter en ligne un formulaire de consentement. Celles qui auront consenti à participer pourront par la suite répondre au questionnaire d'enquête en ligne disponible sur le site web de Loisirs Laurentides. Revenez-nous après la pause. Le service de l'environnement de la municipalité de Saint-Hippolyte lance un deuxième appel de projet pour le Fonds vert. Puisque l'enveloppe n'a pas été entièrement attribuée lors du premier appel de projet, la ville est heureuse de convier les organismes et les citoyens de Saint-Hippolyte à ce deuxième appel de projet du Fonds vert. Vous avez jusqu'au 9 juin à 23h59 pour transmettre votre demande au service de l'environnement au gcimar@sainthipolite.ca. Le Fonds vert a comme objectif de favoriser la protection et la restauration de l'environnement par l'implication des organismes locaux, tout en contribuant au succès des projets mis sur pied par les organismes en mettant à profit les ressources municipales en complémentarité avec les ressources du milieu. Parmi les projets admissibles à ce programme de subvention, on retrouve entre autres les études, les événements environnementaux, les projets de sensibilisation, les projets structurants, les projets pilotes ainsi que les projets de recherche et de développement. Les projets soumis à une demande de soutien financier doivent s'intégrer à l'une des 5 grandes thématiques, soit l'énergie, les transports, l'aménagement du territoire, l'eau ou les matières résiduelles. Les montants octroyés par projet pourront représenter jusqu'à 100% de la valeur totale du projet, jusqu'à un maximum de subvention de 25 000 $.
Prenez note que seuls les organismes accrédités en vertu de la politique d'accréditation des organismes sans but lucratif de la municipalité de Saint-Hippolyte sont admissibles au fonds vert. Il est possible pour un individu ou un groupe de citoyens de déposer une demande d'aide financière dans la mesure où ils sont parrainés par un organisme accrédité. Au besoin, le Comité consultatif en environnement et développement durable pourra accompagner les individus ou groupes non accrédités à entrer en relation avec un organisme accrédité. Vous pouvez retrouver le formulaire de demande de même que le guide explicatif sur le site web de la municipalité de Saint-Hippolyte. À Saint-Hippolyte, le conseil municipal a résolu officiellement de souligner le 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Le conseil a aussi mandaté l'entreprise SOMR, Summer, pour l'installation d'étagères pour la réorganisation de la bibliothèque municipale au montant de plus de 20 000 $. La bibliothèque sera temporairement fermée aux usagers afin de procéder à ces améliorations. Les dates de fermeture seront publiées au préalable. Le conseil municipal a aussi souligné le départ à la retraite de M. Benoît Goyer, comptant près de 34 années de service, dont 30 ans au sein de l'exécutif du syndicat. M. Goyer a toujours fait preuve d'un excellent service dévoué envers la municipalité de Saint-Hippolyte. Cette retraite signifie la fin d'une étape, mais le début d'un nouveau chapitre pour un employé très apprécié de ses pairs. La municipalité le remercie et lui offre ses meilleurs vœux de bonheur, ainsi qu'une belle continuité et poursuite de ses projets de retraite dans la santé et auprès des siens. Le conseil municipal a également accepté d'octroyer une aide financière de 1 500 $ à la Maison des jeunes de Saint-Hippolyte pour l'organisation d'une soirée disco pour les jeunes, et ce, conformément à la politique d'aide aux organismes sans but lucratif. Finalement, considérant l'ampleur des sommes à investir pour réaliser le projet intégré du parc Conley, le conseil municipal a décidé de rejeter les soumissions reçues et de tenir une soirée d'information citoyenne le 28 mai à 19 h au Centre des loisirs et de la vie communautaire afin de connaître la vision de la population pour ce parc. Organisée par Mme Elizabeth Wiley, l'exposition Arbre-moi sera présentée à l'Hôtel de Ville de Saint-Sauveur du 16 mai au 19 juin. C'est l'occasion d'aller découvrir ce projet d'art et de nature communautaire qui explore le rapport entre les arbres et les personnes. Une collection fascinante de peintures, de dessins et d'étampes sera à l'honneur. Les participants vous invitent donc à célébrer les œuvres qu'ils ont créées durant les heures d'ouverture de l'Hôtel de Ville jusqu'au 19 juin prochain. L'exposition est gratuite et l'entrée est libre. Dans l'optique de réduire la consommation résidentielle moyenne d'eau potable, la ville de Saint-Sauveur a lancé sa campagne « L'économie d'eau, on prend ça au sérieux ». Élaborée selon 4 thématiques, cette campagne vise à sensibiliser et informer les Sauverois et Sauveroises sur l'importance de respecter les horaires d'arrosage, d'assurer l'entretien de son système de plomberie, de consommer de façon responsable en période de canicule et de sécheresse, ainsi qu'à faire connaître les subventions environnementales relatives à l'économie d'eau potable offertes par la Ville. La Ville invite ses citoyens à consulter la page « L'économie d'eau, on prend ça au sérieux » pour y découvrir des trucs et astuces qui, intégrés à la routine quotidienne, contribuent à diminuer la consommation d'eau, tels que d'utiliser du paillet au jardin pour réduire la fréquence des arrosages, limiter la durée des douches ou installer un détecteur de fuite. Le maire Jacques Gariepi affirme que l'eau potable est une ressource rare que l'on doit préserver et il existe une multitude de moyens de réduire sa consommation sans ressentir l'impact sur le confort. Il invite donc tous les Sauverois à se rendre sur le site Internet de la Ville pour voir quelles habitudes ils pourraient adopter. Pour en savoir plus, les citoyens peuvent contacter le service de l'environnement et du développement durable au environnement@vss.ca ou au 450-227-0000 au poste 2600. La Ville de Saint-Sauveur invite ses citoyens cette année encore à célébrer la Journée de l'environnement avec une programmation sous le signe de la biodiversité. Activités, kiosques, distribution de plantes et de compost et bien plus se dérouleront le dimanche 26 mai de 8h30 à 14h à l'Hôtel de Ville, situé au 1 place de la Mairie à Saint-Sauveur. Le déjeuner du maire aura lieu de 8h30 à 11h. Le maire et les membres du conseil municipal seront présents pour échanger avec les citoyens dans une atmosphère détendue et conviviale. Des viennoiseries et des breuvages seront offerts aux participants. L'entrée est libre. Des kiosques et des activités se tiendront de 8h30 à 14h. Le marché du rucher collectif sera sur place. Vous pourrez échanger vos semis, plantules et livres sur l'horticulture, le jardinage et la biodiversité pour devenir un véritable expert de la biodiversité. Vous pourrez aussi profiter des activités suivantes:
essais de voitures électriques avec l'Association des véhicules électriques du Québec, essais de vélos électriques avec la boutique Le Rechargeur, atelier de tissage de branches avec Marc Walter, artiste visuel franco-canadien, quiz et tirage de prix de participation par la Ville de Saint-Sauveur, formation sur le démarrage de semis de légumes et de fleurs avec la Société d'horticulture du Tournevent, distribution d'arbres, de plantes et de compost par la Ville de Saint-Sauveur, déchiquetage de documents confidentiels. Pour plus d'informations, communiquez avec le service de l'environnement et du développement durable au environnement à commercial vss.ca ou au 450-227-0000 au poste 2600. La municipalité de Saint-Donat est heureuse d'informer les parents qu'un partenariat a été conclu avec le camp Mère Clarac, situé au 959 rue Principale, afin que son camp de jour municipal y soit opéré dès l'été 2024. Le site du camp Mère Clarac améliorera grandement l'expérience en nature en proposant des infrastructures et des activités quotidiennes en plein air. Les enfants auront un terrain de jeu exceptionnel où pratiquer des activités telles que l'escalade, l'hébertisme, le mini-golf, le tir à l'arc, les sciences naturelles et bien d'autres. Les installations diversifiées offriront une expérience estivale unique, propice à l'aventure et à la découverte. Plusieurs jeux seront organisés pour permettre aux enfants de développer de nouvelles habiletés selon leur âge. Le site possède également un accès sécurisé à la rivière Ouaro qui dispose d'une magnifique plage pour la baignade et des activités nautiques. Le camp Mère Clarac répond à toutes les balises obligatoires du cadre de référence des camps de vacances de l'Association des camps du Québec. Pour en savoir plus sur la période d'inscription, l'horaire, la tarification et les modalités de paiement, consultez la page Camp de jour du site web de la municipalité de Saint-Donat. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec et la municipalité de Saint-Donat ont souligné la mise en chantier de la seconde phase du projet des résidences du Parc naturel habité, qui consiste à construire 29 logements sociaux et abordables destinés à des aînés en légère perte d'autonomie à Saint-Donat. Ce projet, une initiative de l'organisme Les Résidences du Parc naturel habité, représente des investissements totalisant plus de 16 millions de dollars. Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, Mme France-Hélène Duranceau, du maire de Saint-Donat, M. Joey Deslauriers, et du président de l'organisme Les Résidences du Parc naturel habité, M. Luc Drapeau. Le gouvernement du Canada a contribué au projet pour plus de 7,2 millions de dollars par l'entremise de la deuxième entente Canada-Québec concernant l'initiative pour la création rapide de logements. Le gouvernement du Québec verse au total 4,6 millions de dollars dans ce chantier, dont 3,3 proviennent de la Société d'habitation du Québec par l'entremise du programme Accès Logis Québec. La Société d'habitation du Québec garantit également le prêt hypothécaire contracté par l'organisme. La municipalité de Saint-Donat a quant à elle cédé un terrain à l'organisme pour qu'il puisse y réaliser son projet. Joey Deslauriers, maire de Saint-Donat, mentionne que la municipalité de Saint-Donat et l'ensemble de ses services sont fiers de soutenir le comité de travail chargé de concevoir et de réaliser ce projet qui consiste à ajouter des logements pour les personnes aînées en légère perte d'autonomie. Il ajoute que le soutien financier accordé à la construction de ces nouvelles unités résidentielles permet d'offrir des services adaptés aux personnes qui ont contribué à bâtir le Saint-Donat d'aujourd'hui. Il mentionne aussi que la localisation des bâtiments des résidences du parc naturel habité au cœur du village permettra aux résidents de profiter d'une panoplie de services de santé et de commerce à courte distance de marche. Jusqu'à 23 des 29 ménages des 29 résidences du futur immeuble auront la possibilité de bénéficier du programme de supplément au loyer de Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de débourser 25 % de leurs revenus pour se loger. Cette aide additionnelle, totalisant près de 400 000 $ répartie sur 5 ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la municipalité de Saint-Donat. Les résidences du Parc naturel habité ont aussi obtenu une aide financière de près de 500 000 $ du programme Rénovation Québec de la SHQ. En vertu de ce programme, cette aide est financée à part égale par la SHQ et la municipalité de Saint-Donat. La première phase des résidences du Parc naturel habité avait permis la création de 24 logements destinés à des aînés en légère perte d'autonomie. À Saint-Donat, vous rêvez de construire et de piloter votre propre bolide. Participez à une course de boîte à savon qui se tiendra sur la rue des Rochers. La course s'adresse aux enfants de 7 ans et plus et aux adultes.
Pour y participer, remplissez le formulaire d'inscription disponible sur le site web de la municipalité et retournez-le à l'adresse viviane.miron@sainte-dona.ca au plus tard le 23 août. Consultez les règles de fabrication jointes au formulaire. Tous les détails de l'événement seront annoncés sur la page Facebook de la municipalité et dans l'édition de juin du bulletin à la une. Lors de la séance du 13 mai, le conseil municipal de la ville de Prévost a accueilli officiellement sa chaise des générations. Décorée par des élèves de 6e année de l'école primaire du Champ-Fleury, cette chaise occupera dorénavant une place symbolique lors des séances du conseil municipal, rappelant aux élus l'importance de prendre en compte les impacts environnementaux de leurs décisions sur l'avenir des générations futures. Le maire de Prévost, Paul Germain, explique que cette chaise témoigne de toute la créativité et de la vivacité d'esprit dont fait preuve la jeunesse. Il ajoute que de voir des initiatives comme celle-ci menées par de jeunes citoyens allumés donne réellement espoir en l'avenir. Pour soutenir le message de réduction de notre empreinte écologique, la chaise des générations a été créée à partir de matériaux 100% recyclés. Les élèves ont utilisé des branches pour représenter les forêts de Prévost, du plastique recyclé de couleur bleue pour incarner les lacs et cours d'eau situés sur le territoire et des poèmes composés de lettres découpées dans des papiers journaux figurent sur la chaise afin de rappeler leur message aux membres du conseil. La chaise, fabriquée entièrement de carton recyclé, est quant à elle une œuvre originale des artistes locaux M. Roquelanty et Mme Ginette Robitaille, qui ont tous deux accompagné les enfants tout au long de cet exercice de création. Les élèves ont également participé à des ateliers de réflexion et à des discussions animées par l'enseignante de la classe, Mme Manon Brisebois, ainsi que Mme Raphaëlle Charbonneau, technicienne au service de l'environnement de la ville de Prévost. L'initiative de la chaise des générations est portée par l'organisme Mères au front, qui a pour mission de rassembler des mères, des grands-mères et des alliés pour mener des activités de mobilisation, d'éducation et de sensibilisation favorables à la protection de l'environnement. Depuis 2021, ce sont plus de 80 chaises des générations qui se retrouvent auprès des décideurs politiques partout à travers la province. L'été dernier, des affiches pour inciter les automobilistes à lever le pied et à faire preuve de vigilance dans les secteurs résidentiels ont fait leur apparition sur les terrains des citoyens de Prévost. Soucieuse de maintenir l'attention sur les enjeux de sécurité routière, le service de la sécurité communautaire de la ville de Prévost poursuit la distribution de pancartes arborant les messages « Partageons la route » et « Prends le temps de vivre, ralenti » qui sont destinés à être placés sur les terrains des citoyens. Les Prévostois qui constatent une problématique de vitesse dans leur rue sont invités à participer à cette campagne. Pour obtenir votre pancarte, communiquez avec le service de la sécurité communautaire par courriel à sécuritécommunautaire@ville.prévost.qc.ca ou par téléphone au 450-224-8888 au poste 6254. À Prévost, le plan d'action de la politique culturelle 2024-2027 a été adopté en avril dernier. Afin d'assurer la mise en œuvre et l'évaluation de ce plan, la Ville lance un appel de candidature pour former un comité de suivi qui sera composé de 8 membres représentant divers secteurs culturels. Ce comité aura pour mandat de veiller à la réalisation du plan et de faire des recommandations au conseil municipal. Si vous souhaitez contribuer au développement culturel de Prévost, envoyez votre lettre de motivation et votre CV à culture@ville.prévost.qc.ca. La date limite pour soumettre votre candidature est le 19 juin et les candidats retenus seront informés d'ici le 12 juillet. Revenez-nous après la pause. À Prévost, le samedi 1er juin, profitez de la journée Grand Ménage pour vous débarrasser de rebuts spéciaux tels que les matériaux de construction, les tapis, les toiles de piscine, les branches, les bûches, les feuilles, le métal, l'asphalte, le béton, la terre et le gravier. Rendez-vous au bout du chemin du plein air, dans le stationnement nord du terrain de baseball et des terrains de soccer. Certaines conditions s'appliquent. Le service est réservé exclusivement aux citoyens de Prévost. Vous devez présenter une preuve de résidence avec photo. Des frais s'appliquent. Le paiement se fait sur place et en argent comptant uniquement. Chaque citoyen est responsable du déchargement de ses résidus aux endroits indiqués pour chaque type de matière. Pour connaître la tarification, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/grand ménage. À Prévost, si votre propriété est riveraine d'un lac, d'un ruisseau, d'une rivière ou d'un autre espace naturel, profitez de cette opportunité de vous procurer des herbacées, arbres et arbustes adaptés à la végétalisation des berges.
Subventionnées par la Ville jusqu'à hauteur de 30 %, ces plantes contribueront à préserver la qualité de l'eau tout en vous permettant de vous conformer à la réglementation en vigueur. La date limite pour déposer une demande est le 31 mai. Les plants vous seront ensuite livrés à domicile les 7 et 8 juin. Pour plus d'informations, visitez la page web ville.prévost.qc.ca/programme-subvention. À Piémont, à la suite d'un changement important à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme en lien avec les amendes à percevoir concernant la coupe d'arbres sans permis, le montant d'amende minimale est maintenant de 2 500 $, auquel s'ajoute, dans le cadre d'un abattage sur une superficie inférieure à 1 hectare, un montant minimal de 500 $ par arbre abattu illégalement, et ce, plus les frais administratifs. Donc, les contrevenants s'exposent à un constat de 3 000 $ plus les frais administratifs si un arbre de plus de 5 cm de diamètre est coupé sans autorisation. Pour toute question, communiquez avec le département de l'urbanisme et de l'environnement. Pour toute question concernant la coupe d'arbres et la demande de permis, appelez au 450-227-1888 au poste 1. Ce règlement s'applique également aux haies de cèdre. La Ville de Rivière-Rouge, par l'entremise du Comité de développement économique, est heureuse de présenter le programme d'aide en revitalisation et à l'amélioration commerciale. La Ville a mis en place un programme d'aide financière pour aider et stimuler les activités commerciales du territoire afin de revitaliser une partie de la rue principale des 2 périmètres urbains. Le programme est offert aux propriétaires ou aux locataires opérant une activité commerciale. L'objectif principal du programme est d'encourager l'amélioration des pratiques et de l'image commerciale par la réalisation de travaux d'amélioration. Par exemple, aménager la vitrine, ajouter ou modifier une enseigne, réaménager l'espace intérieur, modifier la façade, ériger une terrasse extérieure. L'objectif est aussi de renforcer l'économie locale en soutenant l'effort à l'aménagement physique pour la mise en valeur et la vente des produits locaux en aménageant une section pour la vente de produits locaux en complémentarité à votre commerce ou en soutenant la diversité commerciale par l'établissement de nouvelles entreprises exerçant des activités commerciales qui offrent un produit ou un service manquant localement. Pour plus d'informations, contactez les services de l'urbanisme, environnement et développement économique au 819-275-2929 au poste 421. La Direction de santé publique du Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides souhaite informer la population d'une recrudescence de la coqueluche dans la région des Laurentides. La coqueluche circule également de façon accrue dans d'autres régions de la province. Depuis le début de l'année, 41 cas de coqueluche ont été signalés à la Direction de santé publique des Laurentides, la majorité des cas touchant des jeunes de 10 à 19 ans. 5 cas ont été observés chez des enfants de moins d'1 an. La coqueluche est une maladie très contagieuse qui peut causer une pneumonie. La bactérie se transmet par les sécrétions du nez et de la gorge et la maladie débute par des symptômes semblables à ceux d'un rhume. Par la suite, apparaissent des quintes de toux suivies de difficultés à reprendre son souffle et d'un bruit aigu ressemblant à un chant du coq. La toux peut provoquer des vomissements et une décoloration bleutée au visage. Chez les nourrissons, un arrêt de la respiration est souvent le premier symptôme et la toux peut être légère, voire absente. Les enfants âgés de moins d'1 an sont plus à risque de complications et la majorité des bébés de moins de 6 mois aura besoin d'une hospitalisation. Bien que les décès soient rares, ils surviennent majoritairement chez les nourrissons de moins de 3 mois. Les femmes enceintes infectées dans les 4 semaines précédant l'accouchement ont un risque élevé de transmettre la maladie à leur bébé. La vaccination est le meilleur moyen pour protéger son enfant contre la coqueluche et prévenir les complications. Une dose de vaccin doit être administrée à l'âge de 2, 4 et 12 mois, ainsi qu'entre 4 et 6 ans. Pour toute question en lien avec la mise à jour du carnet de vaccination de son enfant ou pour savoir quand consulter un médecin, il faut contacter InfoSanté au 811. En cas d'infection à la coqueluche, il est possible de recevoir un antibiotique qui permettra de réduire le risque de transmission de la maladie. En présence de symptômes, il est donc important de consulter rapidement un médecin. Il est également recommandé à toutes les femmes enceintes de se faire vacciner contre la coqueluche lors de chaque grossesse entre la 26e et la 32e semaine afin de protéger leur bébé dès la naissance. La vaccination des femmes enceintes permet de prévenir 90 % des hospitalisations et 95 % des décès d'enfants âgés de moins de 3 mois. À l'écoute des besoins de la communauté d'Argenteuil et dans l'objectif de favoriser la gestion de proximité, le CI3S des Laurentides est heureux d'annoncer la nomination d'un gestionnaire responsable du secteur d'Argenteuil, M. Sébastien Decoste, qui assure cette fonction depuis le 21 mai.
M. Descostes œuvre au CI3S de Laurentides depuis près de 5 ans et occupe actuellement occupait les fonctions de chef de service aux installations matérielles, au fonctionnement et à l'entretien des terrains au CI3S, au centre multiservice de santé et des services sociaux d'Argenteuil. Il ajoute ainsi à ses fonctions le rôle de gestionnaire responsable du secteur d'Argenteuil. Dans ce cadre, il a le mandat important d'assurer et de favoriser les liens entre les divers acteurs de la région, tous soucieux d'offrir des soins de services de proximité à la population. Mme Julie Delaney, présidente directrice générale du CI3S Laurentides, est particulièrement heureuse de cette nomination. Elle mentionne que le CI3S a entendu les préoccupations de ses partenaires de la région d'Argenteuil et que l'ajout de ces nouvelles fonctions émerge d'ailleurs de ses collaborations avec eux. Dans un souci de sensibilisation à la protection de l'environnement et de partage des pratiques éco-responsables, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts est heureuse d'inviter ses résidents à sa toute première fête éco-citoyenne le 1er juin. Cet événement, qui se déroulera de 10h à 15h à la place Lagny, s'inscrit parfaitement dans la volonté du conseil municipal de promouvoir un mode de vie durable et respectueux de l'environnement. Au programme, une grande variété de sujets seront abordés, notamment la gestion des matières résiduelles, la préservation des lacs et de la biodiversité et la mobilité durable. Cette initiative a été rendue possible grâce à l'engagement de la nouvelle équipe dédiée à la transition écologique de la ville. Depuis près d'1 an, cette équipe de professionnels travaille activement afin de relever les défis environnementaux auxquels la municipalité est confrontée, notamment dans le contexte des changements climatiques. Cette fête éco-citoyenne est d'autant plus pertinente à l'heure où nous cherchons tous à adopter des comportements plus respectueux de notre environnement. La programmation comprend diverses activités, telles que la pièce de théâtre Récup et Dragon pour enfants présentée par l'organisme Tricentris, ainsi qu'une conférence ludique et participative sur l'adoption d'un mode de vie éco-responsable animé par Jour de la Terre Canada. Les participants auront aussi la chance de gagner un abonnement au panier de légumes de la ferme La Récolte de la Rouge pour la saison 2024. Des kiosques d'information, services de déchiquetage, de documents confidentiels, des tests d'eau potable seront offerts sur place. La programmation complète de l'événement peut être consultée sur le site web de la Ville. La populaire distribution d'arbres qui a lieu chaque année à la Ville sera offerte à la fête éco-citoyenne cette année. En plus des plants d'arbres offerts par Table Forêt Laurentide, la Ville distribuera également un trio de plantes pour favoriser la biodiversité. La Ville encourage tous ses citoyens à participer et à aller poser leurs questions aux exposants présents le 1er juin prochain entre 10h et 15h à la place Lagny. Les citoyens sont aussi invités à contribuer à l'éco-responsabilité de l'événement, que ce soit en amenant une bouteille d'eau réutilisable ou un lunch zéro déchet, en faisant un bon tri des matières résiduelles sur le site ou encore en optant pour des modes de transport durables. Chaque geste compte. Voilà, c'était tout cette semaine pour votre bulletin de nouvelles TV Ciel.